J'ai toujours su que ma belle-mère, Béatrice, me tolérait à peine. Dès l'instant où j'ai épousé Romain, elle m'a traité davantage comme une nuisance que comme un membre de la famille. Ses sourires étaient crispés, ses compliments empreints de condescendance. Mais cet après-midi-là, alors que nous étions réunis pour le traditionnel déjeuner dominical dans leur château aux environs de Bordeaux, quelque chose était différent. Ses yeux m'examinaient avec une étrange intensité, et ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle posait mon verre sur la table. Je l'ai remarqué immédiatement. Il y avait une fine poudre rosée, flottant à la surface de mon vin. C'était presque imperceptible, mais je ne suis pas aveugle. Mon estomac s'est noué. J'ai levé les yeux et les surprises détournant vivement le regard. Un sourire étirait ses lèvres, mais ce n'était pas le bon type de sourire. Celui de la satisfaction, pas de la chaleur. La salle à manger du château des Moreau était imposante, avec sa longue table en acajou et les photographies de famille qui nous observaient depuis les murs. Le portrait du grand-père de Romain, un grand propriétaire terrien à la moustache acérée, semblait me juger depuis son cadre doré. Dehors, la chaleur de juillet écrasait les vignes du domaine, mais à l'intérieur, la climatisation créait une froideur artificielle qui correspondait parfaitement à l'atmosphère de la Réunion. Tous étaient occupés à se passer les plats de gigot d'agneau, à bavarder du dernier match des Girondins de Bordeaux ou des fêtes de village qui approchaient. Je pouvais entendre Romain rire avec sa sœur Lucie à l'autre bout de la table. Le bruit des couverts contre la porcelaine fine et le tintement des verres en cristal formaient une symphonie familière qui, d'habitude, me réconfortait. Mais aujourd'hui, elle ne faisait qu'augmenter mon anxiété. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine tandis que je réalisais que je devais agir vite. Sans attirer l'attention, j'ai saisi mon verre et, d'un geste répété, je l'ai échangé avec celui qui se trouvait devant son mari, Henri. Il était distrait, étalant de l'aïoli sur son pain. Ma main a tremblé légèrement, mais personne ne parut le remarquer. « Tu n'as pas faim, Camille ?» demanda Béatrice d'une voix mielleuse, qui contrastait avec la dureté de ses yeux. « J'ai préparé ce gigot spécialement pour toi. Avec ces herbes de Provence que tu aimes tant, il est délicieux. » répondis-je avec un sourire aussi faux que le sien. Je le savoure lentement, c'est tout. Depuis que j'avais épousé Romain 3 ans plus tôt, les déjeuners dominicaux étaient devenus un champ de bataille silencieux. Béatrice n'avait jamais accepté que son fils, héritier des vignobles Moreau, ait épousé une simple institutrice d'une petite ville de la côte. Je n'avais ni nom de famille important, ni relation. Ce que Romain et moi avions, c'était de l'amour, chose qu'elle considérait insuffisante pour sa lignée. « Raconte-nous comment ça va à l'école, Camille » intervint Lucie, la sœur de Romain, sentant peut-être la tension. Contrairement à sa mère, Lucie avait toujours été aimable avec moi. Les enfants te donnent toujours du fil à retordre. Je commençais à parler de mes élèves, du projet de théâtre que nous préparions pour la fin de l'année. Mais mon esprit était fixé sur le verre que Henri avait maintenant devant lui. Le vin rouge brillait sous la lumière du lustre, cette robe profonde de Saint-Émilion que la famille aimait tant. Béatrice avait-elle vraiment essayé de... Non, c'était impossible. Je devais imaginer des choses. Mais alors je me suis souvenu des regards, des commentaires à demi-mot, des fois où j'avais retrouvé mes affaires déplacées lors de visites précédentes. Les coïncidences, où je m'étais senti mal après avoir mangé quelque chose qu'elle avait préparé spécialement pour moi. Les sous-entendus sur combien il aurait été merveilleux que Romain épouse Pascal Moulin, fille d'un ami de la famille et propriétaire d'un célèbre domaine viticole. Henri leva son verre pour porter un toast. « À la famille », dit-il de sa voix profonde, celle qui avait dicté des ordres dans les vignes pendant des décennies. « Aux Moreau et à leur avenir. » Nous levâmes tous nos verres. J'ai à peine trempé mes lèvres. Béatrice m'observait fixement par-dessus le bord de son verre. Il y avait quelque chose dans ses yeux, de l'anticipation. Mon estomac se tordit de nouveau. « Et au futur bébé qui est en route », ajouta soudain Romain en me prenant la main. « Camille et moi allons être parents. » La nouvelle tomba comme une bombe sur la table. Nous n'avions pas prévu de l'annoncer aujourd'hui, mais Romain, tout à son enthousiasme, n'avait pu se retenir. Lucie poussa un cri de joie et se leva pour m'embrasser. Henri sourit largement et but une longue gorgée de son vin pour célébrer. Béatrice resta paralysée. Son verre s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux passèrent de mon visage à mon ventre encore plat, puis au verre de Henri. Pendant une seconde, je vis la panique dans son regard.
Enceinte ? Sa voix semblait étranglée. De combien de temps ? Presque 3 mois, répondit Romain, rayonnant de fierté. Le premier trimestre est passé, alors nous avons décidé de partager la nouvelle. Un petit-fils, un héritier avec mon sang. Je vis le calcul dans les yeux de Béatrice, l'horreur grandissante en réalisant ce qu'elle avait été sur le point de faire. Si j'avais bu de ce verre, Henri leva de nouveau son verre. À mon petit-fils alors, ou petite-fille, peu importe. Il but encore, une longue gorgée qui vida presque la moitié du verre. Béatrice fit un mouvement, comme pour l'arrêter, mais se retint. Il était trop tard. La conversation reprit autour de moi. Des projets pour le bébé, des suggestions de prénoms, Lucie proposant d'organiser une baby shower. Mais je ne pouvais voir que le verre de Henri et le visage de plus en plus pâle de Béatrice. « Vous vous sentez bien, beau-père » demandai-je quand je remarquai qu'il desserrait le col de sa chemise. « Il fait chaud ici » murmura-t-il en passant un mouchoir sur son front. Rien de plus. Mais je savais que ce n'était pas la chaleur. La maison était fraîche grâce à la climatisation. C'était autre chose. Quelque chose qui flottait dans le vin qui reposait maintenant dans son estomac. Béatrice le savait aussi. Nos regards se croisèrent à travers la table, et pour la première fois depuis que je la connaissais, je vis de la peur dans ses yeux. Pas de la peur pour moi, ni même pour le bébé qui grandissait en moi, mais pour ce qui était sur le point de se produire. Et j'avais peur aussi, car même si j'avais échangé les verres, même si je m'étais sauvée, moi et mon bébé, je venais de mettre en danger le père de mon mari, l'homme qui, malgré sa froideur initiale, m'avait accepté dans sa famille. Qu'avais-je fait ? Et qu'allait-il se passer maintenant ? Les minutes s'écoulaient, avec une lenteur suffocante. Mes doigts serraient si fort ma fourchette que mes jointures étaient devenues blanches, tandis que la nourriture dans mon assiette refroidissait, intacte. Je ne pouvais cesser de regarder Henri, attendant, priant pour me tromper. L'horloge murale, un ancien souvenir de famille ayant appartenu au grand-père Moreau, marquait chaque seconde d'un tic-tac qui résonnait à mes oreilles comme un tambour. Alors, ça a commencé. D'abord une toux sèche, puis une autre, plus profonde et rauque. Henri s'arrêta, portant la main à sa gorge, son visage se tordant de confusion. Béatrice resta immobile, sa fourchette suspendue à mi-chemin entre l'assiette et sa bouche. « Papa ?» demanda Romain, remarquant le changement chez son père. « Tu vas bien ?» Henri essaya de répondre, mais seule une autre toux, cette fois plus violente, sortit. Son visage, normalement hâlé par les jours passés à superviser les vignobles, commençait à prendre une teinte rougeâtre alarmante. Il serra le nœud de sa cravate, comme si elle l'étouffait. « J'ai juste besoin d'eau », parvint-il à dire entre deux quintes. Lucie se dépêcha de lui remplir un verre. Mais quand il essaya de boire, Henri se mit à tousser si violemment qu'il renversa l'eau sur la nappe en dentelle, que Béatrice chérissait tant. Personne ne prêta attention à la tâche qui s'étendait. « Quelque chose ne va pas ?» dit Romain en se levant de sa chaise. « Papa, tu arrives à respirer ?» Henri tenta de hocher la tête, mais la toux le secouait de plus en plus fort. Il se saisit la poitrine et renversa son verre. Le vin rouge se répandit comme du sang sur la nappe blanche. Un murmure d'inquiétude parcourut la table. Romain bondit de sa chaise, se précipitant aux côtés de son père. Je me levai aussi, le cœur battant à tout rompre. Béatrice ne bougea pas. Elle resta à regarder la scène avec horreur, son visage se vidant de toute couleur, ses lèvres entr'ouvertes mais silencieuses. Je la vis serrer le chapelet qu'elle portait toujours dans sa poche, ses jointures blanches de tension. Puis Henri s'effondra à genoux, haletant pour trouver de l'air. Son visage n'était plus simplement rouge. Il avait pris une teinte bleuâtre autour des lèvres. La pièce éclata en chaos. Romain cria à quelqu'un d'appeler une ambulance. Lucie était déjà avec le téléphone à la main, donnant notre adresse entre deux sanglots. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» cria-t-elle en me regardant. En tant qu'institutrice, j'avais suivi des cours de secourisme, mais cela dépassait mes compétences. « On dirait une réaction allergique sévère, » dis-je, essayant de garder mon calme. « Est-il allergique à quelque chose ? Fruits de mer ? Noix ? Non, il n'a jamais eu d'allergie, » répondit Romain, soutenant son père qui se tordait maintenant sur le sol. Finalement, Béatrice se précipita en avant, les mains tremblantes, alors qu'elle rejoignait son mari. Mais je vis quelque chose dans ses yeux qui me glaça le sang. La terreur dans son regard n'était pas celle de la douleur ou de l'inquiétude. C'était de la panique.
La panique parce qu'elle savait exactement ce qu'il y avait dans ce verre. « Mon Dieu, Henri !» murmurait-elle en s'agenouillant à côté de lui. « Tiens bon, s'il te plaît. Tiens bon. » Ses mots semblaient sincères, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Elle regardait le verre renversé avec une horreur qui allait au-delà de l'inquiétude pour le vin répandu. C'était l'horreur de la reconnaissance. Les sirènes retentirent au loin, se rapprochant rapidement par la route qui serpentait entre les vignobles. Le domaine privé où vivaient les Moreau était à l'extérieur de Bordeaux, et je me demandais combien de temps les ambulanciers mettraient pour arriver. Chaque seconde semblait une éternité, tandis que Henri luttait pour respirer. « On devrait peut-être le mettre sur le côté », suggérai-je, me souvenant de mes cours de secourisme. Au cas où il vomirait. Romain hocha la tête, et ensemble, nous plaçâmes son père en position latérale de sécurité. Henri ne réagissait presque plus, ses yeux dans le vague, sa respiration de plus en plus laborieuse. « Qu'a-t-il mangé? Qu'a-t-il bu ?» demandai-je, en regardant directement Béatrice. « Les ambulanciers auront besoin de le savoir. » Béatrice évita mon regard. « Juste la même chose que tout le monde. Le gigot, du pain, du vin. Vous êtes sûr ?» insistai-je. Il n'y avait rien de différent dans son verre, par exemple. Ses yeux rencontrèrent les miens pendant une seconde, remplis de peur et d'autres choses. De la haine? De la culpabilité? Ce ne fut qu'un instant avant qu'elle ne reporte son attention sur son mari, mais ce fut suffisant pour confirmer mes soupçons. Les ambulanciers arrivèrent avec une efficacité professionnelle, nous écartant pour s'occuper de Henri. Nous leur expliquâmes ce qui s'était passé, ou du moins, la version que nous connaissions officiellement, qu'il avait commencé à tousser pendant le repas puis s'était effondré. « Allergie connue ?» demanda l'un d'eux en branchant Henri à un moniteur portable. « Aucune », répondit Romain, passant ses mains dans ses cheveux avec désespoir. « A-t-il pris des médicaments aujourd'hui? Quelque chose d'inhabituel? »« Non, rien », dit Béatrice rapidement. Trop rapidement. J'observais les ambulanciers travailler, injectant des médicaments, plaçant un masque à oxygène. Les chiffres sur le moniteur ne semblaient pas bons. Même moi, je pouvais m'en rendre compte. Romain était pâle, tenant la main de son père pendant que les ambulanciers le transféraient sur un brancard. « On l'emmène au CHU de Bordeaux », dit l'un des ambulanciers. « Qui vient avec nous dans l'ambulance ?»« J'y vais », dit Romain immédiatement. Puis il me regarda. « Camille, tu viens ?» Je regardais Béatrice, qui était restée étrangement immobile, comme si elle était en état de choc. Mais je savais mieux. Ce n'était pas le choc, c'était du calcul. Elle était en train de traiter ce qui venait de se passer, ce qu'elle avait fait. « Va avec ton père », dis-je à Romain. « J'emmènerai ta mère et Lucie en voiture. On vous suit. » Romain hocha la tête, reconnaissant, et suivit les ambulanciers qui emmenaient déjà son père vers l'ambulance. Dès qu'il fut sorti, je me tournai vers Béatrice. « Qu'y avait-il dans ce verre ?» demandai-je à voix basse, pour que Lucie, qui ramassait son sac et ses clés, ne puisse pas nous entendre. Béatrice pâlit encore plus, si c'était possible. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » murmura-t-elle. « Je crois que si, vous le savez, » répondis-je, gardant ma voix ferme mais basse. « Et quand nous irons à l'hôpital, j'insisterai pour qu'on analyse le contenu de ce verre. » Je regardais de manière significative la table, où le verre renversé de Henri avait laissé une tache sombre sur la nappe. Un peu de liquide brillait encore au fond du cristal. « C'était un accident », murmura Béatrice, sa voix à peine audible. « Un terrible accident. » Je ne répondis pas. Ce n'était ni le moment, ni le lieu pour cette confrontation. Henri luttait pour sa vie, et Romain avait besoin de notre soutien. Mais les mots de Béatrice confirmèrent mes soupçons d'une manière qui me glaça le sang. Ce n'était pas un accident. C'était délibéré. Et le verre n'était jamais destiné à son mari. « Allons-y », dis-je à voix haute en prenant mon sac. « Lucie, tu conduis ou je le fais ?»« Conduis, s'il te plaît », répondit Lucie en séchant ses larmes. « Je suis trop nerveuse. » Dans la voiture, Béatrice s'assit en silence sur le siège arrière, s'accrochant à son chapelet. Lucie était à côté de moi, appelant d'autres membres de la famille pour les informer de ce qui s'était passé. Je conduisais mécaniquement, suivant les lumières de l'ambulance qui s'éloignait à toute vitesse sur la route départementale. Mon esprit était un tourbillon. Qu'est-ce que Béatrice avait mis dans ce verre? Avait-elle vraiment essayé de m'empoisonner, moi, la mère de son futur petit-fils? Ou était-ce quelque chose de moins sinistre, une sorte de remède de bonne femme, pour me faire sentir mal, pour prouver d'une manière ou d'une autre
que je n'étais pas assez forte pour faire partie de la famille Moreau. Quelle que fût la vérité, je savais que notre relation avait changé de manière irrévocable. L'échange de vers avait altéré le cours de nos vies, de manière que je pouvais à peine imaginer. Et tandis que nous suivions l'ambulance vers l'hôpital, une certitude se cristallisa dans mon esprit. Je devais me protéger, moi et mon bébé. Je ne pouvais plus faire confiance à la femme assise derrière moi, murmurant des prières qui sonnaient creux même à mes oreilles de non-croyantes. Le CHU de Bordeaux apparut devant nous, un bâtiment moderne de verre et d'acier qui brillait sous le soleil de l'après-midi. L'ambulance s'arrêta aux urgences, et je vis Romain descendre rapidement, suivant le brancard qui emmenait son père à l'intérieur. Je garai la voiture, et nous courûmes toutes les trois vers l'entrée. La vie que je connaissais avait changé pour toujours en l'espace d'un repas. Et en entrant dans l'hôpital, je sentis que je franchissais un seuil vers un avenir incertain et dangereux. Pendant que les médecins s'occupèrent de Henri, la salle d'attente du CHU devint notre refuge temporaire. Les chaises en plastique bleu, dures et inconfortables, accueillirent la famille Moreau à son moment le plus vulnérable. Romain faisait les 100 pas, s'arrêtant de temps en temps pour regarder par les fenêtres qui donnaient sur le parking éclairé par des lampadaires jaunâtres. Lucie s'était endormie, épuisée par les larmes et la tension. Et Béatrice essayait de jouer le rôle de l'épouse angoissée. Elle sanglotait, serrait son chapelet et répétait sans cesse que ça devait être une crise cardiaque. « Son père est mort jeune », disait-elle à quiconque voulait l'entendre. Les hommes Moreau ont le cœur fragile, mais sa performance était peu convaincante. Je remarquai comment elle évitait de me regarder, comment elle n'a pas demandé une seule fois ce qui aurait pu causer l'effondrement soudain. Quand un médecin sortit pour nous informer qu'il faisait des tests pour déterminer la cause exacte, je vis la peur glisser sur son visage comme une ombre. Romain et Lucie étaient trop préoccupés pour s'en rendre compte. Mais moi, j'observais. Je ne pouvais m'empêcher de rejouer mentalement le moment où Béatrice avait posé le verre devant moi. Ce geste n'avait pas été une négligence. Il avait été délibéré. Les pièces s'emboîtaient d'une manière qui me retournait l'estomac. « Je vais à la cafétéria », annonçai-je quand l'attente devint insupportable. « Quelqu'un veut quelque chose ?» Romain secoua la tête, mais me serra la main avec gratitude. Je marchais dans les couloirs stériles de l'hôpital, l'odeur de désinfectant se mêlant à l'arôme de café bon marché qui s'échappait des distributeurs automatiques. Je n'allais pas à la cafétéria. J'avais besoin d'un moment seul pour réfléchir. Dans un coin tranquille, je sortis mon téléphone et appelai Julie, ma meilleure amie, et la seule personne en qui j'avais entièrement confiance à Bordeaux. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?»« Il est presque minuit, » répondit-elle d'une voix endormie. « Julie, j'ai besoin que tu m'aides, » murmurai-je, regardant nerveusement autour de moi pour m'assurer que j'étais seule. « Henri est à l'hôpital. Je crois que Béatrice a essayé de m'empoisonner et qu'il a bu de mon verre par erreur. » Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout du fil. « Tu as appelé la police ?» demanda finalement Julie. « Je n'ai pas de preuves, » répondis-je. « Juste des soupçons. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Je lui expliquai qu'il y a un mois, après plusieurs incidents étranges au château des Moreau, Romain et moi avions discrètement installé une petite caméra de sécurité dans la cuisine. Nous l'avions placée pour surprendre une des employées de maison que nous soupçonnions de voler de la nourriture et des liqueurs chères. J'avais presque oublié son existence. « L'application est sur mon iPad, à la maison », lui expliquai-je. « Le mot de passe est la date de notre anniversaire. J'ai besoin que tu vérifies les enregistrements d'aujourd'hui entre 13h et 14h30, avant que nous arrivions pour le déjeuner. »« Camille, c'est de la folie, » murmura Julie. « Tu es sûre ?»« Non, » admis-je. « C'est pour ça que j'ai besoin de voir ces enregistrements. S'il n'y a rien, j'oublierai toute cette histoire et je supposerai que c'était juste une réaction allergique ou une crise cardiaque, comme le dit Béatrice. » Julie promit de m'appeler dès qu'elle aurait vérifié les enregistrements. Je retournai à la salle d'attente avec un café que je n'avais pas l'intention de boire, juste pour sauver les apparences. Béatrice me regarda avec des yeux rougis par les larmes, mais je décelai autre chose dans son regard. De la méfiance, peut-être même de la peur. 1 heure plus tard, alors que Romain parlait avec les médecins et que Lucie dormait toujours, mon téléphone vibra. C'était un message de Julie. « Appelle-moi maintenant, en privé. Je vais aux toilettes, » murmurai-je à personne en particulier, et je sortis précipitamment de la salle d'attente. Une fois enfermée dans une cabine des toilettes pour femmes,
J'appelais Julie. Tu avais raison, dit-elle sans préambule, sa voix tendue. J'ai vu l'enregistrement. Béatrice était seule dans la cuisine vers 14 ans. Elle a sorti un petit flacon de son sac et a versé quelque chose dans un verre. Puis elle a marqué ce verre avec une petite trace de rouge à lèvres sur la base, à peine visible. Mon cœur s'accéléra. Tu es sûre ? Je t'ai envoyé la vidéo sur ton mail, répondit Julie. Camille, c'est sérieux. Tu dois aller à la police. Je ne peux pas encore, murmurai-je. J'ai besoin de savoir ce qu'était cette poudre. Et j'ai besoin de preuves physiques, pas seulement d'une vidéo qui pourrait être interprétée de 1000 manières. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas, admis-je. Mais merci, Julie. Je t'appellerai demain. Quand je retournai dans la salle d'attente, Béatrice m'observait avec une intensité qui confirmait mes soupçons. Elle savait que je savais. Romain revint avec des nouvelles. Henri était stable mais inconscient. Les médecins étaient perplexes. Les symptômes ne correspondaient pas à une crise cardiaque typique et ils effectuaient d'autres tests. Ils ont mentionné la possibilité d'une réaction toxique, dit Romain, en passant ses mains sur son visage fatigué. Mais ça n'a aucun sens. Nous avons tous mangé la même chose. Béatrice frissonna visiblement au mot « toxique ». Ses mains froissaient nerveusement le mouchoir en dentelle qu'elle portait toujours. On devrait rentrer à la maison pour se reposer, suggérai-je. On ne peut plus rien faire ici ce soir. Romain hocha la tête, bien qu'à contre-cœur. Maman, tu viens avec nous ou tu préfères rester ? Béatrice sembla prise dans une décision impossible. Si elle restait, elle serait seule lorsque les médecins découvriraient peut-être la vraie nature de la réaction toxique. Si elle venait avec nous, elle serait sous ma surveillance. Je viens avec vous, décida-t-elle finalement. Je ne veux pas être seule ce soir. Le trajet en voiture jusqu'à notre maison dans le quartier des Chartrons fut silencieux et tendu. Romain conduisait, perdu dans ses inquiétudes pour son père. Béatrice était sur le siège arrière, sa silhouette sombre reflétée occasionnellement par les lumières de la rue. Je regardais par la fenêtre, voyant la ville nocturne défiler comme un film muet. Notre maison était modeste comparée au château des Moreau, mais nous en avions fait un foyer accueillant. Romain avait insisté pour que sa mère utilise notre chambre d'amis, ce qui, en d'autres circonstances, m'aurait dérangé. Ce soir, cependant, je préférais la voir près de moi, là où je pourrais la surveiller. Je vous ai laissé des serviettes propres dans la salle de bain, lui dis-je, avec une amabilité forcée. Si vous avez besoin d'autre chose, faites-le moi savoir. Béatrice hocha la tête, évitant mon regard. Merci Camille, tu es très prévenante. Cette nuit-là, je ne pus dormir. À côté de moi, Romain tomba dans un sommeil agité, murmurant parfois le nom de son père. Je restai éveillée, fixant le plafond, repassant encore et encore les événements de la journée. Quand l'horloge sonna 3 heures du matin, je me levai silencieusement et pris mon téléphone. Dans la pénombre de notre petit balcon, avec les lumières de Bordeaux scintillant au loin, j'ouvris l'email que Julie m'avait envoyé. La vidéo était de basse résolution, typique d'une caméra de sécurité bon marché, mais ce qu'elle montrait était sans équivoque. Béatrice, seule dans la cuisine, sortant un petit flacon de son sac et versant soigneusement son contenu dans un verre, puis, regardant nerveusement autour d'elle, marquant la base du verre avec ce qui semblait être son rouge à lèvres. Un frisson me parcourut le dos. Ce n'était pas de la paranoïa. Je n'imaginais pas des choses. Ma belle-mère avait réellement essayé de m'empoisonner. La question était, pourquoi ? Était-ce seulement par dépit, parce qu'elle ne m'avait jamais considéré digne de son fils ? Ou y avait-il quelque chose de plus sinistre en jeu ? Avec la grossesse, j'étais devenue la mère du futur héritier Moreau. Peut-être que cela avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase pour Béatrice. Je retournai au lit, mais ne pus toujours pas dormir. Mon esprit tournait en rond, essayant de décider quoi faire. Devais-je montrer la vidéo à Romain ? Aller directement à la police ? Confronter Béatrice ? Chaque option avait des conséquences qui pourraient détruire la famille qui était maintenant la mienne. Le lendemain matin, après un petit déjeuner tendu pendant lequel Béatrice toucha à peine à son toast, Romain annonça qu'il retournait à l'hôpital. « Tu viens, maman ?» demanda-t-il en cherchant ses clés. Béatrice hésita, me regardant du coin de l'œil. « Je crois que je vais rester me reposer un peu plus, » répondit-elle.
Je suis épuisée. J'irai avec toi, dis-je à Romain, déterminé à ne pas laisser Béatrice seule dans notre maison. Non, Camille, intervint rapidement Béatrice. Dans ton état, tu devrais te reposer. Je garderai la maison pendant votre absence. L'idée de la laisser seule dans notre foyer me donnait la chair de poule, mais Romain hocha la tête, reconnaissant de l'inquiétude de sa mère envers moi. Elle a raison, chérie, dit-il en m'embrassant sur le front. Repose-toi, je t'appellerai s'il y a du nouveau. Je fis semblant de céder, mais dès que Romain fut parti, je pris une décision. Je ne pouvais pas rester seule avec Béatrice, pas maintenant que je savais ce qu'elle avait fait. J'avais besoin de preuves physiques, et je savais exactement où les obtenir. Je vais prendre une douche, annonçai-je, en me dirigeant vers la salle de bain. Au lieu de me doucher, je m'habillai silencieusement et sortis par la fenêtre de la salle de bain qui donnait sur la cour arrière. Une prouesse pas tout à fait aisée avec 3 mois de grossesse. Une fois dehors, j'appelai un taxi. Au domaine des Moreaux, dans le quartier résidentiel des Hauts-Vignobles, indiquai-je au chauffeur. J'avais une clé, bien sûr. Romain avait insisté pour que je l'aie en cas d'urgence. Celle-ci, décidai-je, se qualifiait définitivement comme une urgence. Le château était silencieux quand j'entrai. Les restes du repas de la veille étaient encore sur la table de la salle à manger, un témoignage figé du moment où tout avait basculé. Et là, parmi les assiettes sales et les serviettes froissées, se trouvait le verre renversé de Henri. Les mains tremblantes, je l'enveloppais soigneusement dans un mouchoir et le mis dans mon sac à main. S'il y avait des traces de la poudre dessus, un laboratoire pourrait l'identifier. C'était la preuve dont j'avais besoin. Au moment où je sortais de la maison, mon téléphone sonna. C'était Romain. « Camille, où es-tu ? Je viens d'appeler à la maison et maman dit que tu n'y es pas. » Mon cœur fit un bond. Je suis sortie faire une promenade, improvisai-je. J'avais besoin d'air frais. « Comment va ton père ? » « Stable, mais toujours inconscient, » répondit-il. Les médecins ont trouvé quelque chose d'étrange dans ses analyses de sang. Ils parlent d'une sorte de toxine, mais ne peuvent pas encore l'identifier. C'est étrange, murmurai-je en serrant mon sac contre ma poitrine. J'arrive. Non, reste à la maison et repose-toi, insista Romain. Je reviendrai bientôt. J'acceptais, mais je n'avais aucune intention de rentrer à la maison. Pas tant que Béatrice y était. Au lieu de cela, je pris un autre taxi vers le centre de Bordeaux. J'avais un verre à analyser et une belle-mère à affronter. Mais d'abord, j'avais besoin de savoir exactement à quoi j'avais affaire. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai passé toute la nuit à regarder cette vidéo encore et encore, le souffle court, l'esprit en surchauffe. J'avais besoin de savoir ce qu'il y avait dans cette poudre rosée. Le lendemain matin, alors que Romain était toujours à l'hôpital auprès de son père, et après m'être assuré que Béatrice était occupée à parler au téléphone avec des parents, je suis sortie discrètement de la maison avec le verre soigneusement enveloppé dans mon sac. Bordeaux s'éveillait sous un soleil déjà intense à 9h du matin. Les rues commençaient à se remplir de gens se rendant au travail, les terrasses se préparaient à accueillir les premiers clients, l'odeur de café et de pain frais s'échappant des boulangeries. En temps normal, je me serais arrêtée pour acheter un croissant au chocolat, mais aujourd'hui, ma mission était trop urgente pour les distractions. Après une recherche rapide sur Internet, j'avais trouvé un laboratoire privé près de la Cité du Vin qui acceptait les analyses sans rendez-vous. C'était cher, très cher pour mon salaire d'institutrice. Mais heureusement, j'avais quelques économies que j'avais mises de côté pour le bébé. C'était une dépense que je ne pouvais pas éviter. Je voudrais analyser le résidu qu'il y a dans ce verre, expliquai-je à la réceptionniste, une jeune femme avec des lunettes à monture épaisse et une blouse blanche impeccable. J'ai besoin de savoir exactement ce qu'il contient. La femme me regarda avec curiosité. Il ne devait pas être courant que quelqu'un arrive avec un verre de vin à 9h du matin en demandant une analyse toxicologique. Puis-je demander la raison ? S'enquit-elle professionnellement. J'avais préparé mon histoire. C'est pour un projet scolaire, mentis-je avec aisance. Je suis professeur de sciences et nous étudions comment certains composés chimiques peuvent altérer les propriétés des boissons. C'est une expérience contrôlée, bien sûr. La femme ne parut pas très convaincue, mais elle prit le verre et remplit un formulaire. Les résultats seront prêts dans 48 heures, m'informa-t-elle. J'ai besoin de le savoir aujourd'hui, insistai-je en sortant plus de billets de mon portefeuille. C'est urgent pour le cours de demain. Après un moment d'hésitation et un regard sur les billets supplémentaires, la réceptionniste hocha la tête. Je ferai ce que je peux. Laissez-moi votre numéro
et nous vous appellerons dès que nous aurons quelque chose. » Je sortis du laboratoire en me sentant à la fois soulagée et terrifiée. D'un côté, je saurais bientôt la vérité. De l'autre, je craignais ce que cette vérité pourrait révéler. Je décidai de ne pas rentrer à la maison immédiatement. Je ne voulais pas affronter Béatrice sans être armée de l'information complète. À la place, je me dirigeais vers un petit café près des quais de la Garonne, ce magnifique espace qui longe le fleuve. Je commandai une tisane à la camomille. Le café ne me convenait plus à cause de la grossesse, et m'assis à une table à l'écart avec mon ordinateur portable. En attendant l'appel du laboratoire, je commençais à faire mes propres recherches. Je cherchais des informations sur les poisons et les substances toxiques qui pourraient causer les symptômes qu'Henri avait présentés. Difficultés respiratoires, convulsions, perte de conscience. Les résultats étaient alarmants. Des pesticides agricoles aux composés pharmaceutiques manipulés. Il y avait des dizaines de substances qui pouvaient provoquer des réactions similaires. Mon téléphone sonna peu après midi. C'était le laboratoire. « Madame Lambert ? » « Nous avons les résultats préliminaires de l'analyse, » dit une voix masculine et professionnelle. « Pourriez-vous venir au laboratoire ? Nous préférerions en discuter en personne. » Le ton sérieux de l'homme fit accélérer mon cœur. « Pouvez-vous m'en dire plus par téléphone ?» Il y eut une pause. « Nous avons trouvé des traces d'un composé qui, est assez inhabituel et potentiellement très dangereux. Ce n'est pas quelque chose que nous nous attendrions à trouver dans une boisson normale. » « Quel type de composé ?» insistai-je, baissant la voix bien que le café soit presque vide. « C'est un dérivé synthétique de l'aconitine, mélangé à quelques autres substances, » expliqua l'homme, clairement mal à l'aise de donner cette information par téléphone. « C'est extrêmement toxique, surtout lorsqu'il est mélangé à de l'alcool. Il peut causer une paralysie respiratoire et un arrêt cardiaque en quelques minutes. Honnêtement, madame, cela ne ressemble pas à une expérience scolaire. » Ma main trembla si fort que je faillis laisser tomber le téléphone. L'aconitine était un poison connu, dérivé d'une plante appelée aconite ou tulou. Je me souvenais de l'avoir étudié brièvement dans mes cours de sciences naturelles. « Je serai là dans une demi-heure », répondis-je d'une voix étranglée. En raccrochant, je restais immobile, digérant ce que je venais de découvrir. Ce n'était pas une mauvaise blague. Ce n'était pas un remède de bonne femme pour me faire peur ou me causer une légère indisposition. Béatrice avait essayé de me tuer et, par accident, avait failli tuer son propre mari. Mon téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Romain. « Camille, où es-tu ? J'essaie de te joindre depuis ce matin. Je suis dans un café, » répondis-je, essayant de garder mon calme. J'avais besoin de sortir pour me changer les idées. « Comment va ton père ? » « Il s'est réveillé, » dit Romain, sa voix mêlant soulagement et inquiétude. Les médecins ont trouvé quelque chose d'étrange dans son sang. Ils disent qu'il pourrait avoir été empoisonné. Je restai silencieuse, ne sachant que répondre. « Camille, tu es toujours là ? » ?»« Oui, désolée, » murmurai-je. « C'est horrible. Empoisonné ? Comment ? Ils ne le savent pas avec certitude. Ils ont mentionné quelque chose à propos d'une toxine végétale peu commune. Ils ont contacté la police. » Mon cœur fit un bond. « La police ? » ?»« Oui. Apparemment, c'est le protocole quand il y a suspicion d'empoisonnement, » expliqua Romain. « Un inspecteur viendra cet après-midi pour nous parler. Peux-tu venir à l'hôpital ?» Je regardais l'heure. Je devais récupérer les résultats complets du laboratoire, mais j'avais aussi besoin d'être à l'hôpital avant que Béatrice ait l'occasion de construire un récit qui me nuirait. « Je serai là dans 1 heure, » promis-je. Après avoir raccroché, je me dépêchais d'aller au laboratoire. Le technicien qui me reçut cette fois était un homme d'âge mûr à l'expression grave. « Madame Lambert, les résultats sont assez préoccupants, » dit-il sans préambule, me tendant une enveloppe. « Nous avons trouvé une concentration significative de dérivés d'aconitine, ainsi que certaines substances qui semblent conçues pour masquer son goût amer. C'est un composé extrêmement dangereux, parfois utilisé dans certaines médecines traditionnelles, mais à des doses infinitésimales. La quantité que nous avons trouvée dans votre verre pourrait être létale. » Je pris l'enveloppe les mains tremblantes. D'où pourrait provenir une chose pareille ? Le technicien ajusta ses lunettes, mal à l'aise. Certains herboristes traditionnels travaillent encore avec des plantes comme l'aconite, bien que ce soit strictement réglementé. On pourrait aussi l'obtenir via certains canaux sur Internet, si l'on sait où chercher. Il fit une pause. « Madame Lambert,
Je dois vous demander, devrais-je informer les autorités à ce sujet? Mon esprit travaillait à toute vitesse. La police était déjà impliquée en raison du rapport de l'hôpital. Si ce laboratoire présentait également un rapport, les soupçons pourraient se porter sur moi, surtout que c'était moi qui avais apporté le verre. « Ce ne sera pas nécessaire », répondis-je, en essayant de paraître sûr de moi. Je suis en route pour le CHU de Bordeaux maintenant. Mon beau-père y est hospitalisé avec des symptômes d'empoisonnement et la police enquête déjà. Je leur remettrai personnellement ces résultats. Le technicien parut soulagé de pouvoir transférer cette responsabilité. Je pris congé et sortis précipitamment, gardant l'enveloppe dans mon sac comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Dans le taxi pour l'hôpital, je relus le rapport détaillé. Le mélange était sophistiqué. En plus de l'aconitine, il contenait d'autres composés pour dissimuler sa présence et maximiser son effet avec l'alcool. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait préparer par hasard. Béatrice avait planifié cela méticuleusement. Mais quelque chose ne collait pas. Ma belle-mère était une femme traditionnelle, éduquée dans un couvent, qui savait à peine utiliser un téléphone portable. Comment avait-elle eu accès à un poison si spécifique et sophistiqué? Et comment avait-elle su le mélanger de manière si technique? Quand j'arrivai à l'hôpital, je trouvai Romain et Lucie dans la chambre de Henri. Béatrice n'était pas là. Elle est allée à la chapelle pour prier, expliqua Lucie quand je demandai où elle était. Henri était réveillé mais faible, connecté à plusieurs moniteurs et avec une perfusion dans le bras. Son visage, normalement hâlé et vigoureux, avait une teinte cendrée qui m'effraya. « Camille » me salua-t-il d'une voix rauque. « Content de te voir. Comment vous sentez-vous, Henri » demandai-je en m'approchant du lit. Comme si un taureau m'avait piétiné, essaya-t-il de plaisanter, mais l'effort lui provoqua une quinte de toux. Les médecins disent que j'ai eu de la chance. Un peu plus de ce qui m'a affectée, et je ne serai pas là pour en parler. Je regardais Romain, qui avait des cernes profonds et une expression dévastée. L'inspecteur de police arrivera d'un moment à l'autre, dit-il à voix basse. Ils veulent nous interroger tous sur ce que nous avons mangé et bu. Ma main serra inconsciemment le sac où se trouvait le rapport du laboratoire et le téléphone avec la vidéo de Béatrice. Je devais prendre une décision, et vite. L'inspecteur Fabre se révéla être un homme d'âge mûr aux yeux vifs et à la moustache parfaitement taillée qui lui donnait un air d'une autre époque. Il nous interrogea chacun séparément dans une petite salle de consultation que l'hôpital avait prêtée pour l'enquête. Quand mon tour arriva, mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne puisse l'entendre. « Madame Moreau, racontez-moi exactement ce qui s'est passé pendant le repas, » me demanda-t-il d'une voix calme mais ferme, un carnet ouvert devant lui. Je pris une profonde inspiration et relatai les faits tels qu'ils s'étaient reproduits, omettant seulement 2 détails cruciaux, que j'avais vu la poudre dans mon verre et que je l'avais échangé avec celui de Henri. Je n'étais pas prête à révéler cela, pas sans comprendre d'abord toutes les implications. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans la nourriture ou la boisson ?» demanda l'inspecteur après avoir pris des notes détaillées. J'hésitais. C'était le moment de vérité, littéralement. Je pouvais mentir et protéger Béatrice pour le bien de Romain, ou je pouvais dire la vérité et affronter les conséquences. « Inspecteur, » dis-je finalement, « il y a quelque chose que vous devriez voir. » Je sortis mon téléphone et lui montrai la vidéo de Béatrice versant la poudre dans le verre. Le visage de l'inspecteur resta impassible pendant qu'il la regardait, mais je remarquai que ses yeux se plissèrent légèrement. « Quand avez-vous installé cette caméra et pourquoi ?» demanda-t-il. Je lui expliquai nos soupçons concernant l'employé de maison et comment j'avais presque oublié l'existence de la caméra jusqu'à ce que Henri tombe malade. « J'ai aussi ceci », ajoutai-je en lui tendant l'enveloppe avec les résultats du laboratoire. J'ai fait analyser le résidu du verre. L'inspecteur Fabre lut le rapport avec une expression grave. « Madame Moreau, c'est extrêmement sérieux. De l'aconitine modifiée. Ce n'est pas un accident domestique ni une intoxication alimentaire. C'est une tentative d'homicide. » « Je sais, » murmurai-je, sentant une boule dans ma gorge. « Avez-vous une idée de la raison pour laquelle votre belle-mère voudrait vous faire du mal ?» demanda-t-il en me regardant droit dans les yeux. J'ouvris la bouche pour répondre, mais à ce moment-là, la porte s'ouvrit et Béatrice entra, pâle comme un fantôme, suivie par Romain qui semblait confus et angoissé. « Que se passe-t-il ici ?» exigea Romain. « Le médecin dit que papa a été délibérément empoisonné, et maintenant je vois ma femme remettre des papiers à la police. Camille, qu'est-ce qui se passe ?» Béatrice restait immobile sur le seuil,
ses yeux fixés sur le téléphone que l'inspecteur tenait encore, l'écran figé sur une image d'elle versant la poudre dans le verre. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit l'inspecteur Fabre avec autorité. « Madame Moreau, nous avons quelques questions à vous poser. » Béatrice avança comme une automate et s'assit raidement sur une chaise. Ses mains, normalement si sûres et hautaines, tremblaient visiblement. Ce n'était pas pour elle, murmura-t-elle finalement, d'une voix à peine audible. « Pardon ?» L'inspecteur se pencha en avant. « Ce n'était pas pour Camille, » répéta Béatrice, plus fort cette fois. « C'était pour moi. J'allais le prendre moi-même. » Un silence incrédule tomba sur la pièce. Romain regardait sa mère comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. « Êtes-vous en train de dire que vous tentiez de vous suicider, Madame Moreau ?» demanda l'inspecteur, son ton professionnel mais plein de scepticisme. Béatrice laissa échapper un rire amer, un son si déplacé venant d'elle qu'il me fit frissonner. « Me suicider ? Non, inspecteur. Je me préparais à l'inévitable. »« Maman, de quoi parles-tu » La voix de Romain était empreinte d'horreur et de confusion. Béatrice regarda son fils avec un mélange de tristesse et de résignation. « Ton père m'empoisonne à petit feu, Romain. Il le fait depuis des mois. » Ma mâchoire tomba de surprise. De toutes les explications possibles, c'était la dernière à laquelle je m'attendais. « C'est absurde, » protesta Romain. « Papa ne ferait jamais une chose pareille. »« Ah non ?» Béatrice sortit un petit flacon de son sac. « J'ai trouvé ça dans son bureau il y a 3 mois. Il en met dans mon thé tous les soirs. De petites doses. Rien qui ne me tue immédiatement. Juste assez pour m'affaiblir progressivement. J'ai gardé des échantillons, documenté mes symptômes. Nausées, faiblesse, perte de cheveux. Je l'ai fait analyser dans un laboratoire à Paris. C'est de l'arsenic mélangé à d'autres substances. » L'inspecteur Fabre prit le flacon avec des gants, l'examinant soigneusement. « Pourquoi ne pas être allé à la police ?» demanda-t-il. Béatrice baissa les yeux. « Et ruiner le nom des Moreau ? Mettre en péril l'héritage de mon fils ? De plus, qui m'aurait cru ? Henri est un pilier de la communauté, un homme respecté. Je ne suis que la femme au foyer. Et quel est le rapport avec le poison dans le verre de Camille ? Insista l'inspecteur. Ce n'était pas pour elle, répéta Béatrice obstinément. C'était pour moi. J'avais préparé un antidote. L'aconite, à très petite dose, peut contrer les effets de l'arsenic si on le prend correctement. Je l'ai trouvé dans un vieux livre de médecine traditionnelle chinoise qui appartenait à mon grand-père. Je regardais Béatrice avec incrédulité. Son histoire semblait complètement farfelue. « Alors, pourquoi mettre l'antidote dans mon verre et pas dans le vôtre ?» demandai-je, incapable de me retenir. « Parce que Henri surveille ce que je bois, » répondit Béatrice, ses yeux brillants de larmes contenues. « Il est toujours aux aguets, s'assurant que je prenne le thé qu'il prépare. J'ai pensé que s'il voyait la poudre dans mon verre, il se méfierait. Mais si je la mettais dans ton verre et que je les échangeais discrètement quand personne ne regardait, c'est ridicule, » intervint Romain, sa voix tremblant de rage ou de douleur, ou les deux. « Ah, tu t'attends à ce que nous croyions que papa t'empoisonne et que tu prenais de l'aconite, l'un des poisons les plus puissants qui existent, comme antidote ? C'est absurde. Pas plus absurde que de penser que j'ai essayé d'empoisonner ta femme enceinte, » répliqua Béatrice avec une dignité blessée que, malgré tout, je trouvais impressionnante. L'inspecteur Fabre nous observait tous avec une expression calculatrice. « Madame Moreau, j'aurais besoin de cette prétendue analyse que vous mentionnez, et nous devrons parler à Monsieur Moreau de ces accusations. Il niera tout, » murmura Béatrice. « Nous devrons également effectuer des tests toxicologiques plus approfondis sur Monsieur Moreau, » continua l'inspecteur, ignorant son commentaire. « Et sur vous aussi, Madame Moreau. Si ce que vous dites est vrai, nous devrions trouver des traces d'arsenic dans votre système. »« Vous pouvez les faire, » dit Béatrice avec sérénité. « Vous trouverez ce que je dis. » Je restai à la regarder, essayant de discerner si j'avais affaire à une femme désespérée qui avait inventé une histoire incroyable pour se sauver, ou s'il y avait vraiment une part de vérité dans ses paroles. Était-il possible que Henri, cet homme apparemment honorable et traditionnel, empoisonnait lentement sa femme ? Et pourquoi le ferait-il ? « Madame Moreau, » dis-je lentement, « même si ce que vous dites était vrai, la poudre dans le verre n'était pas un antidote. J'ai les résultats du laboratoire ici même. C'était une dose létale d'aconitine modifiée, mélangée à des substances pour masquer son goût. Cela ne contrecarre pas l'arsenic. Cela tue une personne en quelques minutes.
Béatrice me regarda avec un mélange de surprise et ce qui sembla être une confusion sincère. Ce n'est pas possible. J'ai suivi la recette à la lettre. Quelle recette ? Demanda l'inspecteur Fabre. D'où l'avez-vous obtenue ? De Pascal Moulin, répondit Béatrice, et le nom tomba comme une pierre dans la pièce. Pascal Moulin, la femme que Béatrice avait toujours désirée comme belle-fille, l'héritière d'un important domaine viticole, la femme que Romain avait rejetée pour m'épouser. Pascal t'a donné une recette pour un prétendu antidote contre l'arsenic ? Demanda Romain, incrédule. Béatrice hocha la tête. Elle a fait des études de pharmacie, tu te souviens ? Quand je lui ai parlé de mes soupçons, elle m'a offert son aide. Elle a dit qu'elle connaissait des remèdes traditionnels qui ne laisseraient pas de traces, qui pourraient contrer le poison sans que Henri le sache. Une pièce du puzzle s'emboîta dans mon esprit avec une clarté terrifiante. Et je suppose que c'est Pascal qui t'a suggéré de mettre cet antidote dans mon verre et de les échanger ensuite, n'est-ce pas ? Béatrice me regarda, et pour la première fois, je vis une étincelle de doute dans ses yeux. Elle a dit que ce serait plus sûr ainsi. L'inspecteur Fabre se leva. Je crois que nous devons parler à mademoiselle Moulin immédiatement. Ce ne sera pas nécessaire, dit une voix depuis la porte. Nous nous tournâmes tous pour voir Henri, pâle, mais debout, appuyé sur le cadre de la porte. À ses côtés se tenait Lucie, avec une expression horrifiée. « J'en ai assez entendu. Papa, tu devrais te reposer, » commença Romain, mais Henri leva une main tremblante pour le faire taire. « C'est vrai, » dit-il d'une voix faible mais claire. « J'ai empoisonné Béatrice, lentement, progressivement. L'arsenic était parfait, des symptômes qui pouvaient être confondus avec une maladie, rien de trop évident. » Béatrice haleta, plus surprise par sa confession que par la confirmation de ses soupçons. « Pourquoi, Henri ?» demanda-t-elle dans un murmure. Henri la regarda avec des yeux froids. « Pour la même raison que tu es à mes côtés depuis 40 ans sans amour. Pour l'argent, Béatrice. Pour les propriétés de ta famille qui sont passées à mon nom avec notre mariage, mais qui ne seraient entièrement miennes que si tu mourais. » L'inspecteur Fabre s'approcha de Henri. « Monsieur Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Et pas seulement pour ça, » ajouta Henri avec un sourire faible mais malveillant. « Aussi pour le meurtre de mon beau-frère il y a 20 ans. J'imagine que le délai de prescription est déjà passé, mais qu'importe. J'ai déjà tout avoué. » Romain s'effondra sur une chaise, dévasté. Lucie sanglotait silencieusement dans un coin. Et moi, je restais debout, essayant de digérer tout ce qui se passait. Qu'en était-il de Pascal Moulin ? Avait-elle profité du désespoir de Béatrice pour la manipuler et me faire du mal à moi ? Ou était-ce Béatrice qui mentait, inventant toute cette histoire d'antidote pour couvrir sa tentative de m'assassiner ? L'inspecteur Fabre semblait avoir le même doute. Alors que les policiers qui l'avaient appelé menottaient Henri et le conduisaient hors de la pièce, il se tourna vers Béatrice. « Madame Moreau, bien que votre mari ait avoué l'empoisonnement, cela n'explique pas pourquoi vous avez mis une substance létale dans le verre destiné à votre belle-fille. Vous devrez nous accompagner au commissariat pour faire une déposition. » Béatrice hocha la tête, docile comme je ne l'avais jamais vue. Alors qu'on l'emmenait, elle me regarda avec des yeux suppliants. « Je croyais vraiment que c'était un antidote, Camille, » murmura-t-elle. « Je ne te voulais pas morte, je voulais juste vivre. » La semaine suivante se déroula comme un rêve fiévreux. Les titres des journaux locaux ne parlèrent que de ça. Scandale dans la famille Moreau. Tentative de meurtre chez les magnates du vin. La nouvelle avait secoué Bordeaux comme un tremblement de terre, envoyant des ondes de choc à travers les cercles sociaux où les Moreau avaient entraîné pendant des générations. Henri restait en détention provisoire, refusant de recevoir des visites, même de ses propres enfants. Béatrice avait été libérée après sa déposition, mais était sous enquête et avait interdiction de quitter la région. Et Pascal Moulin avait mystérieusement disparu le jour même où le scandale avait éclaté, ce qui ne faisait qu'augmenter les soupçons sur son rôle dans toute l'affaire. Romain et moi nous étions réfugiés dans un petit appartement sur la plage du Cap Ferret, loin du harcèlement de la presse et des chuchotements des voisins. Nous avions besoin d'espace pour digérer tout ce qui s'était passé, pour décider comment aller de l'avant. « Tu crois vraiment que ma mère ne savait pas ce qu'il y avait dans ce verre ?» me demanda Romain un après-midi, alors que nous marchions sur le rivage, l'Atlantique léchant doucement nos pieds nus. C'était la question qui flottait entre nous depuis le jour des aveux à l'hôpital. Le doute qui assombrissait nos conversations, même si nous essayions de l'éviter. « Je ne sais pas, Romain.
répondis-je avec honnêteté. Une partie de moi veut la croire. L'idée que Pascal l'ait manipulée pour m'atteindre a du sens, surtout compte tenu de sa disparition. Mais une autre partie se souvient de la façon dont elle t'a traité depuis notre mariage, compléta Romain, sa voix mêlant tristesse et résignation. Je hochai la tête, serrant sa main. Le soleil commençait à se coucher, teintant l'horizon de tons orangés et rosés qui, en d'autres temps, m'auraient semblé magnifiques. Maintenant, je ne pouvais penser qu'à la poudre rosée flottant dans le vin rouge. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas continuer comme ça, poursuivit Romain. Le bébé arrivera dans 6 mois. Nous devons décider quoi faire. Il avait raison. Notre vie était en suspens depuis ce dimanche fatidique. Les propriétés des Moreau étaient sous enquête judiciaire. L'entreprise familiale en crise, notre réputation ruinée. Quel avenir pouvions-nous offrir à notre enfant au milieu de ce chaos? J'ai pensé, dis-je lentement, à accepter cette offre de l'école internationale à Paris, le poste de directrice du département des sciences. Romain me regarda, surpris. Nous avions brièvement discuté de cette opportunité des mois auparavant, mais l'avions écartée, car cela signifiait quitter Bordeaux et l'entreprise familiale dont Romain hériterait éventuellement. Paris, tu es sûr? Je crois que nous avons besoin d'un nouveau départ, Romain. Loin de tout ça. Je fis un geste vague qui englobait la ville qui s'étendait au loin, au-delà de la plage. Tu as dit toi-même que tu ne te sens plus à l'aise de travailler dans l'entreprise familiale, sachant ce que ton père a fait. Romain soupira, passant une main dans ses cheveux ébouriffés par la brise marine. Tu as raison. Mais Paris, c'est une décision énorme. Je sais. Nous n'avons pas à décider aujourd'hui. Juste, pense-y. D'accord? Nous continuâmes à marcher en silence, chacun perdu dans ses pensées. En retournant à l'appartement, nous trouvâmes une surprise qui nous attendait. Lucie, assise sur les marches de l'entrée, un épais dossier sur les genoux. « Il faut qu'on parle », dit-elle sans préambule quand nous nous approchâmes. Son visage, normalement joyeux et insouciant, montrait un sérieux que je lui avais rarement vu. Une fois à l'intérieur, Lucie étala le contenu du dossier sur la table de la cuisine. C'étaient des documents, des dizaines, des relevés bancaires, des transferts, des contrats. « J'ai trouvé ça dans le bureau de papa », expliqua-t-elle. Je cherchais les documents dont son avocat a besoin et je suis tombée sur un coffre-fort caché derrière le portrait du grand-père. Romain examinait les papiers en fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?»« La preuve que papa ne prévoyait pas seulement de tuer maman, » répondit Lucie, sa voix tremblant légèrement. Il pensait aussi se débarrasser de nous à terme. Un frisson me parcourut le dos. « Que veux-tu dire ?» Lucie désigna plusieurs documents. Il y a 3 ans, papa a créé une 2e société au Panama. Il a détourné des fonds de l'entreprise familiale, la vidant peu à peu. Il a aussi souscrit une assurance vie à ton nom, Romain, pour un montant obscène. Et il y a une correspondance avec un homme en Amérique du Sud qui... Elle s'arrêta, déglutissant. Qui se charge de faire disparaître des gens pour le bon prix? Romain se laissa tomber sur une chaise, abasourdi. Ce n'est pas possible. Papa n'est pas celui que nous pensions qu'il était, coupa Lucie. L'homme que nous avons connu, qui nous a élevés, était une façade. En dessous, il y avait ça. Elle frappa les papiers avec la paume de sa main. Je m'assis à côté de Romain, essayant d'assimiler cette nouvelle révélation. L'étendue de la méchanceté de Henri semblait sans limite. « Et maman ?» demandai-je finalement. « Savait-elle quelque chose de tout ça ?» Lucie secoua la tête. « Je ne pense pas. J'ai trouvé son journal intime. Elle soupçonnait depuis des mois que papa l'empoisonnait, mais elle n'avait aucune idée de tout le reste. Elle avait peur. Elle était désespérée. »« Assez désespérée pour se tourner vers Pascal, » murmura Romain. À ce sujet, Lucie sortit une petite enveloppe de la poche de sa veste. « J'ai aussi trouvé ça. C'est une analyse de l'antidote que Pascal a donnée à maman. Je l'ai fait examiner par un ami chimiste, discrètement. Je pris l'enveloppe les mains tremblantes et lus le rapport. Il était bref mais percutant. La substance était effectivement de l'aconitine modifiée, mais pas à une dose létale. C'était une quantité calculée pour causer des symptômes graves mais non mortels. Assez pour hospitaliser, pas pour tuer. Je ne comprends pas, dis-je confuse. Pourquoi Pascal aurait-elle donné quelque chose comme ça à Béatrice? Pour ça, répondit Lucie en sortant une dernière feuille de papier.
C'était un email imprimé, de Pascal à un destinataire dont le nom avait été effacé. Le message était cryptique mais révélateur. Le plan continue. La vieille mettra la substance dans le verre de l'institutrice. Avec un peu de chance, la dose causera assez de dégâts pour lui faire perdre le bébé, mais pas la tuer. H sera content. Le paiement, comme convenu, après confirmation du succès. Le silence qui suivit la lecture de l'email fut absolu. Finalement, Romain parla, sa voix à peine un murmure brisé. Pascal travaillait pour mon père. Il voulait te faire perdre le bébé. Tout s'emboîta avec une horrible clarté. Henri, voyant que son fils avait choisi une femme sans fortune ni nom, avait décidé de prendre les choses en main. Il ne pouvait pas m'éliminer directement sans éveiller les soupçons. Mais si je perdais le bébé, peut-être que Romain reconsidérerait son mariage. Ou du moins, il n'y aurait pas d'héritier de mon sang en compétition pour la fortune Moreau. Béatrice n'était qu'un pion, murmurai-je. Ils l'ont utilisée, profitant de sa peur et de son désespoir. Et quand le plan a échoué parce que tu as échangé les verres, papa en a profité pour faire semblant d'être la victime, ajouta Lucie. Il a probablement pensé qu'il pourrait utiliser l'incident pour incriminer maman, l'écarter sans se salir les mains, et au passage semer le doute sur toi. Mais il ne comptait pas sur la caméra de sécurité, complétai-je, ni sur le fait que je remarquerais la poudre dans le verre. Romain se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, nous tournant le dos. Ses épaules tremblaient. Je me levai pour aller près de lui, mais Lucie m'arrêta d'un geste. « Il y a plus », dit-elle à voix basse. « J'ai parlé à l'inspecteur Fabre ce matin. Ils ont retrouvé Pascal. »« Où ?» demanda Romain sans se retourner. « Dans un hôtel à Nice, morte. Apparemment, elle s'est suicidée, mais... » Lucie laissa la phrase en suspens. « Mais ce n'était pas un suicide, » complétai-je, sentant une froideur qui n'avait rien à voir avec la brise marine qui entrait par la fenêtre ouverte. L'inspecteur dit qu'il y a des indices que quelqu'un était avec elle, et ils ont trouvé des restes d'une substance dans son verre de vin. Ils attendent les résultats de l'analyse, mais... De l'aconitine, dis-je avec certitude. Lucie hocha la tête. C'est ce qu'il soupçonne. Il semble que celui qui l'a engagée a décidé qu'elle en savait trop. Nous restâmes tous les trois en silence, contemplant l'horreur qui s'était déployée autour de nous. Une toile d'araignée de trahison, de cupidité et de méchanceté qui avait piégé toute la famille Moreau. « On part pour Paris », dit soudain Romain en se tournant vers nous. Son visage montrait une détermination que je ne lui avais pas vue depuis des jours. « Demain même. Accepte ce travail, Camille. On recommencera à zéro, loin de tout ça. Tu es sûre ? demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Je n'ai jamais été plus sûre de rien dans ma vie, répondit-il en prenant mes mains entre les siennes. Je ne veux pas que notre enfant grandisse dans l'ombre des Moreau. Je ne veux pas qu'il hérite de quoi que ce soit de cet héritage empoisonné. Lucie s'approcha et posa une main sur les nôtres. « Je viendrai avec vous, » dit-elle avec un sourire triste. « Au moins pour un temps. Aucun de nous ne devrait être seul maintenant. »« Et Béatrice ?» demandai-je. Malgré tout, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une certaine compassion pour elle. Elle avait été autant victime que bourreau, manipulée par ceux qui auraient dû la protéger. « Je lui proposerai de venir avec nous quand l'enquête sera terminée, » dit Romain après un moment de réflexion. « Si elle a vraiment été trompée, elle mérite une seconde chance. Mais nous ne vivrons plus jamais sous le même toit. La confiance a été irrémédiablement brisée. » Je hochai la tête, comprenant sa décision. Certaines trahisons, même si elles étaient le produit de la peur et du désespoir, laissaient des cicatrices trop profondes pour guérir complètement. Cette nuit-là, alors que nous emballions le peu que nous avions apporté à l'appartement de la plage, nous reçûmes un appel de l'inspecteur Fabre. Henri avait été retrouvé mort dans sa cellule. Apparemment, il s'était pendu avec ses draps. Il n'avait pas laissé de mots. « Tu crois qu'il s'est vraiment suicidé ?» demandai-je à Romain, quand nous eûmes raccrochés. Il regarda par la fenêtre, vers l'océan sombre qui s'étendait sous un ciel étoilé. « Je ne sais pas, » répondit-il finalement. Et sincèrement, ça m'est égal. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de son histoire, mais pas de la nôtre. Je m'approchai de lui et posai ma tête sur son épaule, ma main reposant instinctivement sur mon ventre, où grandissait notre fils. Malgré toute l'horreur que nous avions vécue, je ressentis une étrange sensation de paix. « Non, ce n'est pas la fin, » murmurai-je. « C'est seulement le début de quelque chose de nouveau. » 2 jours plus tard, alors que le TGV nous emmenait vers Paris,
nous éloignant de Bordeaux et des ruines fumantes de l'Empire Moreau, je regardais par la fenêtre les vignobles qui défilaient à toute vitesse. Ces vignes qui avaient été les témoins silencieux de générations de mensonges et de trahisons restaient maintenant derrière nous. Dans mon sac, j'avais un verre soigneusement enveloppé, le même qui avait contenu le poison qui m'était destiné. Je l'avais gardé comme un rappel de combien nous avions été proches de l'abîme, de comment un simple geste, l'échange de verres, avait altéré le cours de nos vies. Parfois, dans le calme de la nuit, je voyais encore le visage de Béatrice au moment où elle réalisa que Henri avait bu du verre empoisonné. Cet instant d'horreur pure et de panique. Mais maintenant, je comprenais que son horreur n'avait pas été pour moi, ni même pour son mari. Elle avait été pour elle-même, pour avoir réalisé qu'elle avait été manipulée pour devenir une arme contre sa propre famille. Et peut-être, au fond, c'est ce que nous avions tous été, des armes entre les mains d'un homme dont la cupidité et la méchanceté ne connaissaient pas de limites. Henri nous avait tous utilisés, même sa maîtresse Pascale, comme des pions dans son jeu macabre. Mais le jeu était terminé. Et bien qu'aucun de nous n'en soit sorti indemne, au moins nous avions survécu. Et ça, en soi, c'était une victoire. Romain somnolait à côté de moi, son visage enfin en paix après des semaines de tourments. Lucie lisait tranquillement sur le siège en face de nous. Et moi, je regardais vers l'avenir, vers la nouvelle vie qui nous attendait à Paris, loin des ombres du passé. Dans mon ventre, notre fils bougea pour la première fois, un petit battement d'ailes qui me fit sourire malgré tout. Certaines batailles se livraient avec des poisons et des trahisons, dans l'obscurité de châteaux opulents, mais les plus importantes se gagnaient en silence, avec de petits gestes d'amour et de courage. Et j'avais appris que, parfois, la meilleure défense contre le poison n'était pas un autre poison, mais la clarté de la vérité et la force de l'amour. C'étaient des armes que nous emporterions avec nous vers notre nouveau départ.